Bien également, j'en profite pour vous saluer tous et vous souhaiter une excellente année 2025. Et c'est vraiment un plaisir d'être là. Alors, je vais même virtuellement, c'est toujours plus chaleureux en général de se rencontrer en vrai, mais c'est déjà pas mal. Alors, je vais vous présenter effectivement, comme vient de le dire Frédéric, mes derniers travaux. C'est vraiment mon dernier axe de recherche actuel sur lequel je travaille. Donc, comme vous pouvez le voir en dessous, là, enfin. Donc moi je suis professeur à l'Université de Lorraine, hein, professeur en gestion. J'ai commencé par la stratégie en fait en termes de spécialisation. Et je reste professeur de stratégie et je fais beaucoup d'enseignement. Mais pour beaucoup de travaux et j'ai un petit peu dérivé ou fait un petit des à côté en théorie des organisations. Et c'est dans cet axe-là en fait de s'intéresser aux organisations, comment elles fonctionnent, comment. Et alors vous me direz, tout ce travail en gestion s'intéresse à comment fonctionnent les organisations. Mais là, d'un point de vue assez théorique, enfin, vous verrez, mais c'est plutôt des travaux en théorie des organisations. Alors, je vais me permettre aussi, bien sûr, de vous présenter le travail, enfin, le terrain et comment, à partir d'un terrain, en fait, on peut multiplier quelque part les problématiques et les recherches, parce que je pense aussi que c'est un peu, enfin vous êtes dans cette situation-là, pour ceux qui sont encore dans leur thèse, mais même ceux qui ont fini, se dire, tiens, j'ai des données, j'ai un terrain, et comment je peux faire d'autres recherches sans répéter, sans s'auto-plagier quelque part, ou répéter 10 fois la même chose, mais comment à partir d'une même base commune, on peut construire différentes recherches complémentaires, mais différentes. Alors, donc là, Stack s'intéresse donc du coup et ses travail au travail identitaire, je vais revenir dessus, ce qu'on entend là-dessus, dans une méta-organisation. Ah, là aussi, concept qui est nouveau pour moi, hein, dans lequel je suis rentré, et donc le cas du Grand Orient de France qui constitue le terrain parmi lequel j'ai effectué plusieurs recherches. J'en profiterai aussi pour vous parler un peu de ce que c'est que, enfin, comment travailler sur un terrain qui est un petit peu on peut l'imaginer alors secret, discret, en tout cas un peu particulier. Si j'arrive à- Voilà. Alors, l'objet d'étude, et j'accentue là-dessus parce que vraiment l'idée c'est que on rentre souvent, on a un terrain et on est content d'étudier un terrain, mais ce qui fait la recherche, c'est que quand même on essaie d'étudier des choses, des concepts, des théories, de mettre en relation des concepts et de les expliquer par des théories. Et donc, je ne suis pas rentré par le terrain, mais je suis rentré par la question des méta-organisations, le concept. Alors, qu'est-ce que c'est une méta-organisation? Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une organisation dont les membres ne sont pas des individus, mais des organisations. Donc, il y a trois niveaux. Il y a bien sûr un niveau individuel de gens qui composent des organisations, et ces organisations elles-mêmes vont constituer une autre organisation. Alors, le cas qui est généralement le plus donné pour les amateurs de football, c'est la FIFA, qui est composée de fédérations de football. Et la FIFA est une organisation, mais qui compose une méta-organisation qui est la FIFA. On peut aussi penser à l'ONU, hein, qui est composée d'organisations particulières, mais qui sont les pays. Et voilà. Alors bien sûr, chaque pays est composé d'individus, donc il y a les trois niveaux. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est cette relation euh, entre les organisations et la coordination des ensembles d'organisations. Alors, ce qu'on observe dans ces organisations, et ce qui en fait aussi la source de l'intérêt, c'est qu'il y a bien sûr des conflits potentiels entre la structure de la méta-organisation, qui doit travailler ensemble, qui est là pour coordonner et qui a une raison d'être, si on se dit qu'on veut travailler ensemble et on se met d'accord, et les membres, qui eux aussi ont leur, bien sûr, envie et volonté de travailler ensemble. Si on n'oblige pas les personnes à participer à la méta-organisation, elles le font et c'est qu'elles ont leurs raisons. Si les fédérations de football ne sont pas obligées d'adhérer à la FIFA, mais si elles veulent participer à la Coupe du Monde ou si elles veulent avoir des retombées financières, il faut y participer. Mais de notre côté, il y a des conflits puisque cette adhésion à la méta-organisation menace peut-être l'autonomie de- des membres, l'identité de leurs membres aussi, leur spécificité. Et donc, le fait d'être ensemble, eh ben forcément, ça oblige à faire oui, à faire des choix et à faire des concessions. Alors, ce qu'on observe, et voilà, c'est l'idée, c'est que les méta-organisations souffrent d'une faiblesse structurelle euh, pour résoudre les conflits. Que se passe-t-il en moment où il y a des conflits? euh, il y a des tensions, il y a des problèmes. Alors,
bien sûr, il y a des modes de résolution de ces choses-là, et traditionnellement, ça passe par des votes. Il y a des modalités de vote. Ça passe, dans le général, les moments les plus tendus par le départ des membres qui ne sont vraiment pas d'accord ou par l'exclusion par la majorité, le groupe, pour les membres qui ne respectent pas leur groupe. Mais en dehors de ces synonymes, de cette recherche à la fois de consensus, de vote ou d'exclusion, on a, enfin, on observe que c'est assez difficile de, d'étudier les choses, enfin de mettre en place des structures et des mécanismes plus, j'ai envie de dire, plus précis et plus fins. Alors, on peut étudier beaucoup de dimensions de la méta-organisation. Moi, je me suis intéressé, et je m'intéresse pour le moment, je ne dis pas que je ne vais pas m'intéresser à d'autres dimensions, mais pour le moment, je m'intéresse à une question, c'est l'identité. Qu'est-ce qui fait que l'on est une organisation, voire une méta-organisation? Ok. Puisque, et alors, bien sûr, alors l'identité, c'est assez complexe. Il y a ce qu'on veut être, ce qu'on dit être, est-ce que l'on ce que l'on est vraiment? Mais donc, l'idée, c'est qu'une méta-organisation, c'est encore plus complexe parce que elle doit lutter ou du moins faire face aux différentes identités de chaque membre pour trouver une identité commune. Alors, est-ce que l'identité commune est le mélange, la moyenne des identités de chaque membre? Est-ce que c'est l'identité des membres les plus influents? Est-ce que c'est une absence d'identité et finalement chaque membre a une liberté totale et puis on ne parle pas d'identité? C'est assez complexe, il y a des tensions, il y a des conflits potentiels et parfois, pour arriver à une identité collective, eh bien, on peut voir ça peut être très difficile parce que vous pouvez avoir des membres qui n'ont à peu près rien en commun. Et on le voit bien, c'est un principe à l'ONU, par exemple, il y a des pays qui sont d'une nature tellement différente. Alors, je ne me permettrai pas de juger l'identité des pays, mais on voit que la- 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 les pays ont du mal à s'entendre et voire même à partager des choses, alors même que c'est leur travail d'arriver à partager des choses dans ce cadre. Alors, des travaux sur cette question de l'identité antérieure, il y en a eu hein, sur l'identité, donc notamment comment la gouvernance de la méta-organisation traite de l'identité collective, comment elle essaie de la développer, de la mettre en place. Et donc, dans ce cadre-là, le rôle vital des dirigeants de la méta-organisation, ce qu'on peut appeler la méta-gouvernance, la manière dont la structure, l'identité qui est dédiée à la gestion de la méta-organisation, ce qu'on appelle dans le vocabulaire des méta-organisations le secrétariat, entre guillemets, et c'est resté dans le monde anglo-saxon, c'est secrétariat aussi, hein. C'est de la superstructure. Comment aussi, en cherchant à influencer le comportement des membres par des éventuelles récompenses ou punitions, ça permet d'influencer la chose. Et comment, en fait, les stratégies mises en place, c'est ce que je vous disais, il y a la question de la recherche de la persuasion, des votes et de la négociation comme principale stratégie pour résoudre les tensions et les conflits. Alors, on arrive au terrain. Donc, je me suis intéressé au terrain qui est le Grand Orient de France. Alors, je ne sais pas quelle est votre connaissance particulière de cette organisation qui a pignon sur rue, puisque là, ce que vous voyez là, c'est le siège qui est recadré à Paris. Alors, le Grand Orient de France est une obédience maçonnique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une obédience maçonnique? En fait, eh ben, c'est une méta-organisation, puisque il est composé, c'est un regroupement d'organisations que sont les loges maçonniques. Alors, je ne suis pas là pour présenter la maçonnerie en long, en large, en travers, et c'est pas ma spécialité, mais il s'agit donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas familiers, hein, de partager un ensemble de valeurs, et ben, avant tout de fraternité. Et alors, selon les pays, les valeurs mises en avant sont plus ou moins importantes. En France, il y a aussi la question de la laïcité. Bon, voilà, c'est de diffuser les valeurs, pour faire simple, du siècle des Lumières à tous et de travailler à cela. Et donc, il y a donc des membres individuels, on devient franc-maçon, on adhère à une loge, et ces loges se regroupent et constituent des obédiences. Il en existe plusieurs dans le monde, il en existe plusieurs en France.
droits humains, la Grande Loge nationale, j'en oublie, bon voilà, mais voilà, c'est le fonctionnement même. Mais voilà, alors le Grand Orient de France a été fondé quand même en 1773. C'est la plus ancienne et la plus importante en termes d'effectifs, puisque ça regroupe 1300 loges et déclare en tout cas autour de 53 000 membres. Alors, je suis tout à fait libre hein, pour se dire, tiens, pourquoi je me suis intéressé à ça? Puis la question parfois se pose. Alors moi, vous allez voir, je suis rentré sur une problème identitaire des méta-organisations avec la question de changement et de l'ouverture aux femmes, puisque je ne l'ai pas précisé, mais la maçonnerie, historiquement, et comme beaucoup de fraternités, était au début, en tout cas, et dans certaines versions, exclusivement masculine. Et le Grand Orient de France, c'est tout ouvert aux femmes en 2010, ce qui est assez rare. Il y a des obédiences féminines, il y a des obédiences qui se sont créées mixtes dès le début, et là, on a une obédience masculine s'est ouverte aux femmes. Donc il y a un changement identitaire. Donc moi, c'est cette problématique-là qui m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, quelque chose qui est exclusivement masculin, qui s'ouvre aux femmes, qu'est-ce qui se passe au niveau identitaire? Je me suis intéressé, et là c'est vraiment, je vous donne les dessous de cartes de recherche, hein, à la question de l'inclusion des femmes dans les organisations. Vous allez voir, je suis en train de coécrire un article avec une co-auteure qui est qui nous vient de Suède et qui est spécialiste en fait des questions de fraternité et alors, elle est spécialiste de la question de l'inclusion des femmes dans les organisations et elle s'intéressait à ces questions des fraternités et de la franc-maçonnerie. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à ça. Et en plus de ça, je donne tout aussi, comme je vous l'ai dit, hein, je m'engage à vous livrer les cartes et les dessous de cartes de la recherche. Euh, j'ai eu un collègue, alors c'est de notoriété publique, parce qu'il y a toujours la question de dire ou pas dire qui est franc-maçon. Bon. Mais j'ai un collègue qui a été pendant certains, enfin 3 ans, je crois, ou 2 ans, mais euh, grand maître adjoint du Grand Orient de France. Donc, on en discutait librement et il m'a permis d'avoir accès à un certain nombre de données. Donc voilà, c'est comme ça que je. Mais vous voyez, c'est un ensemble à la fois d'opportunités, de problèmes théoriques et de rencontres sur Internet. Alors, bon, voilà, vous avez là la représentation. Alors, c'est pas simple, hein, l'organisation du Grand Orient de France. Je ne dis pas que j'ai tout parfaitement compris non plus, mais en gros, c'est aussi l'organisation en trois piliers, trois pouvoirs, et la reproduction du système, certains systèmes en tout cas démocratiques classiques, avec un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Vous avez donc la partie de la superstructure qui est là où c'est des membres élus par les loges qui constituent les différents pouvoirs. Et donc, ces trois pouvoirs constituent quelque part la superstructure. Et le pouvoir exécutif est associé à ce qu'on appelle dans les méta-organisations le, le bureau qui dirige, qui oriente. Il y a ou bien un PDG, un- oui, un dirigeant qui est le grand maître, donc le chef de la superstructure, qui est l'équivalent du président de la FIFA, hein, si vous voulez, ou président de l'ONU. Et donc ensuite, eh bien, vous avez un niveau organisationnel avec les loges qui composent le Grand Orient de France. Et vous avez un niveau individuel avec les francs-maçons qui s'intègrent dans les loges. Bon, voilà, pour avoir un peu la structure. Alors, les données empiriques collectées pour les recherches que je suis en train de mener, je vais vous donner, enfin, je suis sur 2 recherches en fait actuellement, mais et j'espère en développer plus. Alors, les sources hein, composées, alors des interviews, je rencontre régulièrement des membres. Alors, vous me direz, oui, alors, déjà, est-ce que c'est secret, discret? Enfin, c'est une organisation qui est avant tout discrète, qui n'est pas secrète, puisque vous pouvez déjà aller regarder, vous pouvez aller visiter le musée de la franc-maçonnerie comme je l'ai fait. Vous pouvez vous rendre à la bibliothèque si ça vous intéresse. Les archives sont ouvertes aux chercheurs, hein. Je n'ai pas d'accès privilégié ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment. Et en plus de ça, je précise que le Grand Orient de France est habitué à recevoir des chercheurs qui travaillent à la fois sur l'histoire de la maçonnerie, sur choses, hein, mais ça ne nous a pas surpris hein, quand j'ai fait mes demandes. Et j'interroge des gens qui ont participé à des moments clés de l'organisation. Vous imaginez bien que les acteurs qui étaient là, les dirigeants, les grands maîtres qui étaient au moment de l'ouverture aux femmes, la plupart n'ont rien contre discuter, échanger, donc comme le ferait dans n'importe quelle organisation. Il y a beaucoup de documents internet, de presse, de blogs, parce que je crois, je ne veux pas les vexer, mais je crois que certains francs-maçons, en tout cas, aiment
expliquer, analyser, écrire, documenter. Donc, on a beaucoup de sources de ce type de secondaire. Pour une recherche, que la dernière, j'ai mené une enquête quantitative à travers un questionnaire. J'ai également des photographies pour certains au moins importants. Et j'ai pu faire de l'observation participante. Je vous dirai aussi dans quel cadre. Alors, pas dans les tenues, les moments maçonniques où il faut être franc-maçon pour participer, mais il y a des moments qui sont d'extériorisation auxquels on peut participer. Donc voilà pour un peu l'ensemble des sources de données. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et qui me permettent de développer différentes recherches. Ensuite, bon, pour l'analyse, alors à la fois des analyses qualitative classique, hein, avec des codages, des entretiens, bon, tout ce qu'on peut vous avoir appris, ou, bah, tout ce que vous pouvez apprendre en cours de méthodologie. Également pour le questionnaire, là, ça passe par des analyses plutôt quantitatives et des analyses lexicales aussi sur la partie, enfin pas questionnaire, analyse de discours. Et parce que comme données secondaires aussi, euh, les discours des grands maîtres, par exemple, parce qu'on va parler d'identité, donc qui on est, qui on dit, euh, qu'est-ce qu'on dit, quelle organisation, là, c'est une manière, il y a des discours. Donc voilà pour les données. Alors, il y a deux recherches que je mène pour le moment en parallèle. Je pense que j'en ferai d'autres, mais pour le moment, sur l'identité, deux choses. Alors vous voyez, ben, je vous parlais de ma collègue, donc Eva Karlberg, qui travaille avec, enfin, on travaille ensemble sur l'ouverture des femmes, du Grand Orient aux femmes, hein, et donc le travail identitaire et les résistances que cela a induit. Et un travail que là, pour le coup, je mène tout seul, qui est, pour le moment en tout cas, qui est comment la création d'un espace, parce que l'identité se travaille aussi dans l'espace, et une des particularités de la méta-organisation, c'est qu'il n'y a pas forcément d'espace commun, puisque les espaces sont occupés par les membres. Chaque membre et chaque loge travaille, évolue dans un milieu, euh, ville, un bâtiment, voilà. Mais il y a un siège, ok, accadé, mais les loges ne se réunissent pas au siège. Donc, comment trouver un espace commun? Et pour ça, je me suis intéressé à la question de- des commémorations de l'événement annuel tous les 1er mai. Le Grand Orient de France organise un événement, un hommage à la Commune de Paris, au Père Lachaise. Bon, voilà les deux recherches. Alors, je vais vous présenter. Donc, dans cette première recherche sur l'ouverture, effectivement, l'exclusion des femmes, c'est une revendication historique centrale, c'est même euh, un élément constitutif, au début au moins, de la franc-maçonnerie. Pour être franc-maçon, quelque part, il faut être un homme. Ça, dans la vision classique, la Grande Loge d'Angleterre est restée sur cette ligne, et pour être reconnu par la Grande Loge d'Angleterre, qui est un peu l'obédience qui fait référence au niveau mondial et qui dit d'elle-même, hein, qui est un franc-maçon régulier, une obédience régulière ou qui n'est pas régulier. Et donc, il y a deux grosses dimensions pour être considéré comme régulier. Il faut être un homme et il faut croire en Dieu. Le Grand Orient de France, maintenant, alors, il y a une centaine d'années, mis fin à l'obligation de croyance en Dieu. Donc déjà, on n'était plus régulier sur ce plan-là pour les Anglais. Et avec l'ouverture aux femmes, ils ont franchi le deuxième cap pour n'être absolument pas régulier. Alors, 2010, ouverture, décision officielle, alors, d'accepter les femmes. Alors, mais la question, c'est comment une méta-organisation peut gérer efficacement ce défi majeur d'une identité collective avec un changement qui est si important, l'inclusion des femmes. Vous imaginez bien que ça ne faisait pas l'unanimité, non seulement parmi les membres, ni donc du coup par les organisations. Il y a eu c'est passé par des discussions, des débats, voire des votes, puisque le moment du législatif, c'est au convent si on veut changer une règle. Et si on va admettre les femmes, théoriquement, il faut changer le règlement général et dire on peut admettre des femmes. Ça passe le convent le vote, vote oui ou vote non, et au convent qui vote un représentant par loge. Donc 1 300 loges, 1 300 délégués de loge qui votent. Donc normalement, la décision est prise collectivement. Eh bien, ça ne s'est pas pris comme ça. On est arrivé à une situation où ça n'a pas pu se faire, puisque enfin, le vote était
a été mis en place a toujours été négatif. Alors, c'est un peu comme dans les demandes, enfin, les votes pour certaines autonomies, l'aide d'indépendance, par exemple, de certains pays. La part de contre l'inclusion des femmes diminue, mais on ne passait jamais au-delà du seuil nécessaire. Mais finalement, vous allez voir comment, enfin, ça a été une décision de justice maçonnique en fait. Le Grand Orient s'est pas ouvert aux femmes sur une décision des membres, mais parce que rien dans les textes ne pouvait empêcher d'ouvrir aux femmes. C'était tellement évident qu'un franc-maçon à l'époque, hein, je vous parle de 1773 quand ils ont créé les premiers textes, c'était tellement évident qu'un franc-maçon ne pouvait être qu'un homme qu'ils n'ont pas pensé à le mettre dans le règlement général. La règle de il faut être un homme. Donc, du coup, certains se sont un peu engouffrés dans cette brèche et c'est arrivé comme ça. Ceci étant dit, il a fallu travailler l'identité pour que l'organisation n'explose pas, parce qu'on aurait pu imaginer que les membres en désaccord avec ça, soient tous partis, que les loges, les membres démissionnent, aillent dans d'autres obédiences, et c'est pas ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un travail identitaire. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous présente aussi la manière de faire la recherche. Donc, vous avez sur la période 2006-2010 l'ensemble des événements majeurs, de ce qui s'est passé, tout ça pour vous illustrer que ça ne s'est pas fait comme ça, juste sur un coup de dé ou un claquement de doigts. Il y a quand même eu plusieurs moments clés très importants et plusieurs acteurs très importants dans ce processus. Alors, ceci étant dit, maintenant, comment alors travaille sur la littérature, sur la question de l'inclusion aux femmes. Et ce qui fait la différence par rapport à la littérature, et j'irai assez vite là-dessus, c'est le fait que il y a peu de travaux. Jusqu'à maintenant, c'était les travaux, comment les femmes ont réussi à se faire accepter dans des organisations masculines. Mais là, c'est vraiment comment des hommes ont fait pour ouvrir une organisation masculine, parce que les femmes, ne pouvaient, par définition, n'étaient pas dedans, ne pouvaient pas être dedans, donc n'ont pas pris les décisions. Donc ce sont des hommes qui ont pris les décisions pour les femmes. Bon, et puis, comme je vous l'ai dit, on n'est pas arrivé à une décision par un vote. Au début, on a essayé de gagner du temps, d'éviter les débats, d'intimider. Puis finalement, on est arrivé à une situation bloquée avec un risque vraiment d'explosion organisationnelle. Alors, qu'est-ce que je suis en train de travailler là-dessus, on est en train avec ma collègue, hein, mais les travaux, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a eu un travail identitaire à travers les discussions, les votes, les échanges. Alors, à la fois, ce qui est classique en identité, c'est un cadrage de plus en plus précis en disant, bon, voilà, il y a un problème, c'est que la masculinité et le critère masculin n'est pas ce qu'on appelle en identité un claim, donc voilà, l'assertion identitaire qui est centrale, mais elle nécessite d'être revue. Donc, les tenants de la féminisation, de l'ouverture aux femmes, ont dit, bon voilà, ben non, en fait, maintenant, le Grand Orient doit être euh, mixte. Donc, vous voyez, on travaille sur le genre, mais on dit mixte. Mais là, il y a eu du débordement, ce que j'appelle du débordement, parce qu'il y a le cadrage et le débordement, l'overflowing. Donc là, c'est de dire, les contres, on dit, ah non, en fait, on va pas rentrer dans le genre, parce que homme, femme, on sent bien que ça va pas, mais on est dans la tradition maçonnique, on est une institution traditionnelle, donc la conséquence, c'est qu'on ne peut pas accepter de femmes, mais c'est parce qu'on est traditionnel, c'est pas parce qu'on veut être... Donc vous voyez, c'est un débordement de la problématique. Alors, face à ça, les tenants des femmes ont dit, ben non, mais en fait, alors mixte, ça marche pas, et ben on est indifférent au genre. Donc ça, on peut pas, c'est comme nos valeurs, on parle de l'humain, on est ouvert aux hommes, aux femmes, tout le monde, on est indifférent au genre. Pour, et ça, ça va avec notre tradition, on est humaniste. Donc là, un nouveau débordement, de dire non, mais en fait, bon, eh bien, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la liberté absolue des loges, ça c'est dans le règlement, de choisir ses membres. Donc c'est ça avant tout qu'on va mettre en avant. Chaque loge fait ce qu'elle veut. Pour ses membres, elle prend qui elle veut, des hommes ou des femmes, que des hommes, que des femmes, elle fait ce qu'elle veut. Et ça, eh bien, on a trouvé avec ça le point identitaire qui est le dénominateur commun qui allait à tout le monde. Ceux qui ne veulent que rester entre hommes peuvent, ceux qui veulent ouvrir aux femmes peuvent, c'est, ça va pas à l'encontre de l'identité de personne, et donc ça permet de trouver un point d'accord avec tout le monde.
Bon, et troisième stratégie, enfin troisième élément, c'est la question du silence. On voit aussi que l'organisation, la méta-organisation s'entend pour ne pas parler de ce qui fâche. C'est classique, hein, je ne dis pas que c'est une révolution. Mais si vous allez vous promener sur le site du Grand Orient de France, vous cherchez ce que c'est, la définition, ce que vous pourrez faire, bon, soit pour connaître, voire même potentiellement pour adhérer, eh bien, je vous mets au défi d'être en mesure, si vous, je ne vous en ai pas parlé, de savoir si c'est ouvert aux femmes ou pas. On n'en parle pas. Il parle de francs-maçons, il parle de membres, il parle, mais il ne dit pas on est des hommes, des femmes, on est mixte, on est. Non, on n'en parle pas. Comme ça, on ne choque personne, ça ne va à l'encontre de l'identité d'aucun membre. Bon, plus rapidement, je vous parle de mon autre recherche avec la même question, c'était une question de travail identitaire, mais comme je vous l'ai dit, parfois il est besoin d'avoir, enfin, parfois, souvent, le travail identitaire se fait aussi dans l'espace. Travail identitaire, ça peut être le couloir avec la machine à café, où on parle de son organisation, de ce qu'on fait, de ce qu'on est. C'est une manière de ce qu'on affiche. Il y a eu des travaux sur le bâtiment, les façades. Qu'est-ce que c'est le travail identitaire aussi sur les façades? Bon, voilà. Méta-organisation, il y a un siège, encadré, certes, mais les membres, les différentes loges ne se rassemblent pas. Et donc, comment faire? Et donc là, eh bien, j'essaie de montrer dans cette recherche que le Grand Orient de France a créé ce qu'on appelle dans la littérature, pareil, concept, j'ai rattaché ça à un concept, un Field Configuring Event, un FCE, alors, ça, c'est un événement configurateur de champs, c'est dans la théorie néo-institutionnelle, c'est pour dire comment des champs institutionnels euh, s- utilisent des événements pour se structurer. Je vous donne le salon de l'automobile, par exemple. C'est un événement configurateur de champ. L'industrie automobile se configure autour du salon de l'automobile qui a lieu tous les 2 ans. Alors maintenant, il y en a plusieurs, mais voilà, dans la mode, les défilés sont des événements configurateurs de champ. C'est là où on voit les tendances, les créateurs, vers où on va. Donc ce sont des événements alors, qui ont des caractéristiques, hein. Donc l'idée, c'est de rassembler dans un seul lieu des acteurs d'horizons différents, une durée limitée, quelques heures, quelques jours, des opportunités structurée ou non d'interaction sociale en face à face, d'avoir des cérémonies euh, qui ont une grosse dimension cérémoniale ou dramaturgique, hein, comme des remises de prix par exemple. Les Oscars sont un FCE, et avec une forte dimension cérémoniale et avec des prix. Et ça structure aussi le milieu du cinéma américain en tout cas. Ça permet d'offrir de l'information, de contribuer au sense-making, dire ce qu'on fait. Et voilà, il y a des ressources généralement, qui soient sociales, réputationnelles, le fait de participer. Alors, eh bien, face au manque qu'a fait le Grand Orient de France, les dirigeants de l'époque, hein, et certains, eh bien, le 1er mai 1998, il a été décidé de créer un rassemblement à la mémoire de la Commune de Paris par le Grand Orient de France. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire de la Commune de Paris, je vous invite à aller voir sur Internet ou autre quelques éléments historiques. Et donc, ça constitue en quoi? Alors, un lieu, le Père-Lachaise, le cimetière du Père-Lachaise, le 1er mai de chaque année, à 9h30, 10h, ça dépend selon les années. Et en fait, les francs-maçons se rassemblent librement, viennent beaucoup de régions parisiennes, mais de toute la France. Généralement, il y a des délégations des différentes loges. Et ils se rassemblent. Après, il y a une déambulation dans le cimetière qui s'arrête sur certaines tombes choisies par l'exécutif, par le Grand Orient de France, pour honorer certaines grandes personnes, francs-maçons ou pas, mais c'est pour mettre donc, je voyais le côté cérémonial de qui on met en place, qui on met en lumière. Donc voilà. Et dernier moment, devant le mur des fédérés, où ont été fusillés des participants à la commune, discours du grand maître, qui chaque année fait un grand discours, qui est le discours quelque part public du grand maître du Grand Orient de France, où il rappelle les valeurs, où il parle de l'actualité, il parle comment va se positionner le Grand Orient face à des thèmes d'actualité, des choses comme ça. Donc voilà, alors à la fois à travers les rencontres des différents membres des loges, des différents francs-maçons, de manière informelle autour du rassemblement, il y a des échanges, il y a de la discussion. À travers le discours qui est reçu, il y a aussi un travail identitaire. À travers même le choix de la Commune de Paris, il y a un travail identitaire, à la fois à travers le 1er mai. Alors, le 1er mai, qui en France est un moment de lutte sociale.
enfin, au rappel des luttes. Alors le 1er mai n'est là est totalement déconnecté de la commune, hein. Il ne s'est rien passé un 1er mai pour la commune, enfin, de rien d'important. Mais voilà, on fait un travail identitaire sur ce domaine-là. Donc voilà, et on regarde comment cet événement favorise les rencontres et c'est un événement qui permet de rappeler les valeurs fondamentales de l'organisation, alors à la fois pour les membres, mais à la fois aussi des parties prenantes externes, hein, parce que sont invités des hommes politiques, hommes-femmes politiques plus ou moins nationaux, il y a la presse, donc voilà. Et donc c'est aussi le moment de donner sens à l'actualité en lien avec les valeurs de l'organisation. Bon, là, alors, et à cette occasion, pour le terrain, c'est là où j'ai distribué, récolté des questionnaires auprès de participants sur plusieurs années pour savoir ce qu'ils attendaient, ce qu'ils récoltaient, comment ils voyaient la chose, qui ils étaient, pourquoi ils venaient. Et donc, j'arrive pour le moment, à enfin, typologie de participants entre ceux qui veulent. Alors, il y a deux axes en fait. Il y a ceux qui cherchent des interactions sociales fortes entre membres de l'organisation, ceux qui recherchent des interactions sociales entre membres et externes à l'organisation. Il y en a qui vont en disant oui, mais parce que tout le monde peut y aller, hein. Vous pouvez aller à cet événement-là, c'est public, c'est ce que c'est là où j'ai dit que j'ai fait de l'observation participante parce que j'y suis allé. Et voilà, j'étais totalement accepté. Enfin, personne ne se demande si on est franc-maçon, pas franc-maçon, ce qu'on est là, ce qu'on n'est pas là. Donc externe, interne, et ceux qui ont une orientation plutôt sur le passé, les valeurs passées, l'histoire, voilà, et ceux qui sont sur le futur, ou qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on devient, où on va. Et donc là, comme ça, bon voilà, j'ai établi quatre catégories de participants. Alors parfois il y a des catégories hybrides, hein, mais ceux qui sont plutôt sur la tradition, mais plutôt externe, ceux qui sont sur l'histoire, donc tradition interne, ceux qui cherchent à influencer l'extérieur dans le futur. Donc, je qualifie, je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne sais pas s'il restera, hein, parce que ma recherche est en cours, mais de lobbyistes, en disant, voilà, il faut faire passer des messages aux hommes politiques, à la presse, et ceux qui sont pour le futur, l'évolution, mais en interne, donc, j'ai appelé les modernistes qui veulent faire moderniser quelque part l'obédience et qui ne veulent pas rester sur le passé. Donc, mais des dimensions, encore une fois, de travail identitaire. Voilà donc pour la présentation de ces deux recherches avec ce terrain commun. Comme je vous l'ai dit, bon, déjà, il s'agit d'avancer, de faire finaliser les deux recherches qui sont en cours, hein. Donc, la première a été présentée à une conférence à Igos l'année dernière et elle va être, enfin, elle est soumise pour un chapitre de livre sur la question des bêta-organisations incessamment sous peu. Et la deuxième est en cours de soumission pour une conférence et débute. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un flux de recherche un peu lié à cette recherche. Euh, et donc, voilà pour ma présentation. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que c'était un petit peu clair, mais j'ai essayé de respecter le délai. Je vois avec joie des personnes que je connais, assistance. Alors oui, si j'arrive à vous voir parfaitement, donc eh ben, écoutez, je vous propose de passer à la séance des questions-réponses, ceci jamais. Et donc je vois que quelqu'un a levé la main. J'essaie d'avoir vos noms. Monsieur Euh, Cissé. oui, Monsieur Cissé, voilà. Oui, bonjour. Bonjour, je salue tout le monde. Bonjour, professeur. Merci pour cette présentation. Le sujet est très, très, très intéressant et important pour moi au Sénégal. Et je connais un peu bien l'organisation. Et le sujet abordé au Sénégal, bien entendu, également au CADE. Le sujet abordé par rapport à l'identité m'a interpellé pour cette méta-organisation. C'est une organisation, comme vous l'avez dit, une organisation philanthropique avec des valeurs en termes de hautes valeurs, hein, qui sont au-dessus du dogmatisme, hein, au-dessus du dogmatisme, qui cherche un peu la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Ce sont des valeurs, hautes valeurs morales, au-dessus de beaucoup de considérations. La liberté absolue de conscience, et où on s'interdit un peu un dogmatisme.
de quelque bord que cela puisse venir. Affirmer une identité par rapport aux gens, Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je vois Frédéric qui a un problème de casque, donc je pense que c'est global. Je crois qu'on a perdu Oui, on a perdu le son. le son. ne serait-ce pas, c'est la seule. Alors, je ne sais pas. Oui, Ouais. C'est bon, je suis Il a un problème Ah, de vous connexion. êtes, vous êtes revenu. On vous a coupé. Il y a eu une coupure. Alors, vous Ah, demandiez. d'accord. On est resté à. Ouais. Alors, moi, je suis resté à. Vous aviez commencé à vous poser la question sur est-ce que se poser une question identitaire sur le genre? Oui, sur le genre, ne serait-ce pas dogmatique, en plus que c'est une organisation, méta-organisation, comme vous l'avez dit, qui est fondée sur des valeurs morales hautes, Hmm. morales qui est la recherche de la vérité, la pratique de la solidarité. Et si aujourd'hui ces organisations qui acceptent qu'un sexe masculin ou qu'un sexe féminin, voilà, cette question quand c'est posé comme ça, quand ça se pose en termes d'identité, parce que ce qui identifie fondamentalement ce type d'organisation, sont les valeurs hautes de moralité, solidarité, vérité, pas d'appartenance à tel ou tel autre sexe ou telle ou autre religion. Voilà, Tout à fait. l'affirmer en termes de... Voilà, c'est ça la question. Oui, je suis d'accord, enfin c'est tout à fait ça, et c'est pour ça d'ailleurs que, vous voyez, le cadrage autour du genre, d'abord, ça s'est fait en deux phases, et enfin je crois, et la première phase, ça a été de se dire, tiens, on va préciser le genre, on est masculin, puis on est mixte, et puis on a différents genres, et pour les raisons que vous évoquez, effectivement, c'est pour ça qu'il y a eu la stratégie de ce que j'appelle le débordement, l'overflowing, en se disant il faut changer parce que effectivement c'était la critique que venait tout de suite en disant mais comment vous pouvez parler de genre et de masculiniser, féminiser si vous évoquez des choses tellement générales et un humanisme complet, on ne peut pas genrer les choses et on ne peut pas ne pas penser aux ouvertures. Alors c'est pour ça qu'on est d'abord ils ont essayé de dire la tradition, mais la tradition certains ont dit en gros la tradition c'est le passé, c'est très passéiste. Donc c'est pour ça qu'après, on a cherché à se dire, bon, ben finalement, c'est la liberté d'éloge et on parle plus de genre parce que, voilà. Mais, et c'est aussi pour ça qu'on a évoqué, on est passé de la mixité à l'indifférence au genre. Et ce qui revient, parce que ce qui a été fait avec Dieu au début, en fait, euh, je vous ai dit, on a abandonné au Grand Orient l'obligation de la croyance en Dieu, mais il est rappelé dans les textes fondamentaux du Grand Orient de France, dans les constitutions, qu'on a la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc chacun fait ce qu'il veut. Donc on revient toujours à cette notion de liberté et d'autres valeurs morales, comme il l'a rappelé, effectivement, dans le sens où voilà, il y a des choses au-dessus et on ne rentre pas dans les détails. Donc voilà, mais je rejoins tout à fait ce que vous dites. Merci, merci. D'autres questions? Docteur Rosière. Ah, Bon, bonjour Frédéric et bonjour Sébastien et bonjour à tous. Avant tout, meilleurs vœux. Et je suis particulièrement content de vous revoir aujourd'hui. Et en même temps, merci beaucoup Sébastien pour ce sujet dont le titre est comme toujours très accrocheur. Je me souviens d'il y a quelque temps, tes travaux de recherche, enfin, oui, ou tes recherches sur la bière et la pression. Je trouvais ça très sympathique. Et là, j'ai été très accroché par justement ce travail sur étudier le travail identitaire de quelque chose de secret. Donc du coup, ça peut attirer peut-être sur un sujet qui est, en tout cas moi, je trouve intéressant. Euh, je me suis posé la question par rapport à cette identité et quand tu parlais, je me disais, mais pourquoi ne pas être allé aussi à étudier du côté du droit humain qui a fait le choix depuis 130 ans, qui font partie des francs-maçons. Alors attention à la ligne de crête entre francs-maçons et, voilà, et le Grand Orient de France.
C'est comme un petit peu les Européens où il y a des Français, des Allemands, des Italiens ou les Africains. Hein. Il n'y a rien à voir entre Tanzanien et quelqu'un du Niger ou d'Afrique du Sud. Et là, je me suis posé la question justement par rapport à ce travail d'identité. J'aurais bien aimé savoir justement par rapport à cette question, pourquoi justement il y a des loges qui ont décidé depuis 130 ans, notamment le droit humain, d'accepter cette mixité alors que le Grand Orient de France, Guy Arcizé, en 2010, a essayé d'introduire cette forme de mixité et qui était très contestée et contestable. Donc ça, c'était un premier point. Pourquoi ne pas, justement, dans ce travail d'identité, être allé chercher un petit peu les autres loges qui avaient des visions en tant que francs-maçons, qui voilà, avaient une approche différente. Et deuxièmement, aussi, ce qui est intéressant dans la franc-maçonnerie et très certainement aussi au Grand Orient de France, c'est aussi le vocabulaire qu'ils ont qui est très précis, comme tu le disais, où ils se retrouvent le soir et donc ils ont des termes quand ils se retrouvent le soir. Et donc là, peut-être aussi, ça crée aussi une certaine identité. C'était les deux sujets que je voyais peut-être qui, pour moi, auraient suscité un petit peu plus de profondeur et peut-être que tu as, voilà, en 20-30 minutes, tu n'as pas pu passer sur ce sujet, tu n'as pas pu nous transmettre des informations, mais moi, c'est des points qui m'intéresseraient. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Frédéric. Écoute, alors, la première question, pourquoi pas le DH? Parce que, alors, oui, effectivement, ça peut, enfin, je veux dire, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui a fait le point de bascule. Mais moi, ce qui m'a motivé là, c'est que je trouvais très intéressant, parce que le DH s'est constitué sur cette volonté de se dire, il n'y a pas d'organisation mixte, donc on va en créer une, c'est pas normal que les hommes et les femmes ne travaillent pas, et donc le point de départ, on le connaît, ils se sont constitués pour ça, et je pense que les adhérents du DH, c'est aussi un point fort de se dire, tiens, alors, il y a d'autres différences, hein, c'est pas que la mixité, mais c'est une volonté par nature. Donc, ce que je trouvais intéressant dans le Grand Orient de France, c'est que la plupart des membres sont rentrés dans quelque chose de masculin. Ils savaient aussi en le faisant. Et donc, s'il y a l'ouverture aux femmes, quelque part, eh ben, il doit y avoir comment ça se passe au niveau identitaire. Et ça rejoint ta deuxième question, parce que, effectivement, tout véhicule de l'identité, tout fait sens et tout travaille dans ce sens-là, enfin toute la question du sense-making autour des textes. Et à titre, alors oui, j'ai bien travaillé sur l'évolution, enfin, ou pas des textes. Il faut se dire que c'est 2010, décision finale de la justice maçonnique du Grand Orient de France, qui dit qu'on ne peut pas refuser de femmes. Il a fallu attendre le convent de 2023 pour que dans le règlement général, à côté de frères, on met de sœurs. Donc vous imaginez quand même que le temps entre... C'était un délire. Enfin, pour moi, de l'extérieur, je trouve ça délirant. Il y avait les sœurs qui étaient au Grand Orient, elles avaient un règlement général qui disait le frère ceci, le frère cela, et il n'y avait pas sœur. Et ça s'est pas fait le lendemain. Moi, je pensais qu'on allait dire, bon, ben, on accepte les femmes, partout où il y a frère, on met sœur. Ah non, parce qu'il faut voter. Et les votes étaient négatifs. Les frères refusaient que l'on rajoute sœur dans les textes. Donc, et pour continuer, il a été refusé au convent de 2024. Le fait, il y a des, pour ceux qui ne sont pas familiers, il y a des postes, des plateaux, ce qu'on appelle donc il y a un secrétaire, un président, bon, un surveillant. Bon. Et ces postes-là, eh bien, naturellement, certains se sont dit, comme au DH, on va les féminiser. Donc, il y aura, alors il y en a qui se féminisent pas en français, mais un trésorier, ça peut être une trésorière. Eh bien, ça a été proposé au convent de 2023, refusé. On dit, alors on explique que c'est la tradition, vous voyez, tous ceux qui suivent les débats en France sur le genre, est-ce qu'on dit monsieur le maire, madame le maire, madame la mairesse, monsieur... Donc, vous voyez, ben, on retrouve exactement ça, donc ça fait ça, et c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a ces débats, et ils se retrouvent, c'est pas fini, hein. Il y a en permanence des blocages, et ça, à mon sens, c'est ça qui est intéressant, c'est que tant que l'identité n'est pas ancrée, soit on se moque du genre, mais c'est marrant parce que quand on se moque du genre, mais on dit c'est le masculin qui va l'emporter, j'ai l'impression qu'on se moque pas complètement du genre. Mais bon, voilà, mais c'est des débats intéressants, je trouve, qui sont constamment menés, qui travaillent, qui évoluent, et c'est ça, hein, le travail aussi identitaire, c'est qu'il est perpétuel. Mais merci pour ces remarques, et voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci Sébastien. Une dernière question?
Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Frédéric. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, monsieur docteur Zachary. Merci beaucoup. Donc, professeur, bonjour et je vous présente toutes mes civilités et tous mes meilleurs vœux, donc aussi de l'année 2025. C'est vrai, on n'a pas assez de temps de s'étaler sur ça. Ma question reste précise et concentrée donc sur le concept de FCE. Est-ce que réellement cette théorie ou bien dans sa mise en œuvre, et je me dis que le domaine de la recherche se trouve où? Ou en un mot, ma question, c'est de savoir est-ce que l'académique est vraiment concerné par ce travail identitaire? Merci, professeur. Est-ce que vous entendez quoi par académie Je veux savoir, est-ce que le professeur Sébastien se trouve quelque part intéressé ou même dans la franc-maçonnerie? Ah, d'accord. Si votre question, c'est de savoir si moi-même je suis franc-maçon, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée en réalité. D'accord, c'est très bien. Non, il y a pas de souci. Alors, non, comme je vous l'ai dit, alors après, c'est des questions, enfin, je m'étais jamais penché vraiment sur la question en soi. Certains me disent, tiens, à force de les côtoyer, parce que maintenant, j'ai rencontré trois, quatre grands maîtres, bon, et donc je commence à voir un peu le fonctionnement. Mais pour le moment, non. Et j'ai pas encore réfléchi à envoyer mon bulletin d'adhésion. Ça me permet aussi, parce que c'est compliqué, et votre question, ça peut faire sens aussi de se dire, tiens, est-ce que, ayant peut-être en étant membre, est-ce on aura une opinion? Donc, c'est toute la question de l'observation participante, mais par la recherche-action, quelque part, de membres de l'organisation. Est-ce que ça pourrait venir influencer la vision, les résultats? Donc, c'est vrai que pour le moment, non, mais voilà, je partage beaucoup de, enfin, je veux dire, je suis très à l'aise avec les discours, en tout cas que je vois, les éléments, je partage l'ensemble des valeurs énoncées et avancées, et donc je ne suis pas non plus inconfortable à travailler avec cette organisation, mais, euh, mais voilà, pas encore complètement en tant que membre. Et après, il y aurait la question aussi peut-être de... Parce qu'il y a quand même une histoire officielle dans toutes les organisations, et je ne sais pas dans quelle mesure, en étant membre, je ne dis pas que ça arriverait, mais on pourrait subir une certaine forme de pression pour divulguer ou participer à l'histoire officielle. Typiquement, l'inclusion des femmes, je rencontre un grand maître qui me dit, oui, oui, c'est le convent qui a décidé par un vote que les femmes rentrent. Bon, quand je leur dis, ben non, je me suis procuré les documents, les procès-verbaux de ces votes-là et ça n'a pas été accepté, hein. Donc, c'est une décision maçonnique. Ah oui, mais bon, donc voilà. Donc, ça me permet d'avoir quand même une liberté que peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'on risque, est-ce qu'on peut se faire exclure parce qu'on dit la vérité au Grand Orient France, je ne sais pas, mais voilà, je préfère ne pas rentrer là-dedans en tant que Merci, chercheur. professeur. Voilà. Quand j'aurai fini les recherches, peut-être. Un mot de conclusion, professeur Liarté? Ben écoutez, non, enfin merci à tous, merci à vous pour votre écoute et puis les échanges. C'est en cours, hein, donc je vais continuer et puis voilà, hein, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser ou d'en rediscuter et de continuer à avancer, hein. C'est le travail de la recherche. Voilà.